Nous sommes en 1991 au Marathon de New York. Dans le hall d'exhibition, comme d'habitude, de nombreuses marques cherchent à vendre leurs différents produits qu'ils vendent tous comme révolutionnaires. Et parmi eux, Nike, la marque en pleine montée à cette époque, avec la signature de Michael Jordan ou avec sa Air Max 1 ou 90. Ce jour-là, ils allaient vendre une nouvelle paire d'un génie que nous connaissons tous bien, Tinker Hatfield. Cette paire, c'était la Nike Air URH. Les 5000 paires disponibles au marathon seront vendues en un rien de temps, en même pas 3 jours. Beaucoup d'entre vous doivent se dire que c'est logique, car tout ce que touche Tinker Hatfield vaut de l'or. Eh bien, figurez-vous que cette paire en vérité était destinée à être un énorme flop et à ne jamais sortir. Pire, elle n'était même pas destinée à être produite. Mais Tinker Hatfield et quelqu'un d'autre ont voulu forcer le destin. Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et aujourd'hui, on finit cette mini-série sur les classiques de Nike avec la Air URH. Pour comprendre comment la URH est apparue, il faut remonter aux vacances de Tinker Hatfield en 1989. Celui-ci faisait toutes sortes d'activités, mais également du ski nautique. Et même si l'homme était en vacances, son esprit ne l'était jamais. Lors de ses séances de ski nautique, il était impressionné par les chaussures utilisées pour pratiquer ce sport. Celles-ci étaient en effet faites à l'époque d'un matériau révolutionnaire, du néoprène. Grâce à ce néoprène, les bottes de ski nautique étaient extrêmement flexibles et pouvaient donc s'adapter à toutes les formes du pied. Pas besoin de prendre une taille au-dessus ou en dessous, puisque le chausson était flexible et ne pouvait que correspondre à votre pied si vous choisissiez votre taille habituelle. Tinker Hatfield s'est dit que ça faisait contraste avec la principale problématique des sneakers qui s'adaptent rarement aux pieds des gens. Dites-vous qu'à ce moment-là, on est 10 ans avant la Air Presto créée par son fils Toby. C'était donc révolutionnaire de penser ainsi. Pour vous donner un exemple plus précis pour ce problème, je vais parler de mon propre pied. Le mien est large et par conséquent, il est adapté aux Yeezy ou aux autres Dad Shoes, mais est totalement incompatible avec des Converse All-Star car beaucoup trop étroites. Avec sa future invention, Tinker Hatfield voulait à tout prix que ce genre d'événement ne m'arrive jamais. Revenu de son voyage, Tinker a donc foncé au studio avec le plein d'idées et après seulement quelques jours, il avait dessiné 3 prototypes dont l'un d'eux deviendrait la Air URH 2 ans plus tard. Sûr de son coup, il s'est empressé d'aller montrer son dessin de la URH à l'un de ses collègues et amis que vous connaissez sûrement très bien, Sandy Bodecker. Comment ça, vous le connaissez pas? Mais si, on en a déjà parlé dans une vieille vidéo. C'est l'homme qui a créé la branche SB ou skateboard de Nike. Bref, Sandy a vu le dessin pour la première fois et a exorbité ses yeux. Il a directement appelé cette chaussure la sneaker des dieux, car il a dit que c'est ce que Mercure ou Zeus pouvaient porter. Pour lui, on aurait dit la forme d'une ancienne sandale venue de Rome ou de l'Antiquité tout simplement. Tinker Hatfield a d'abord regardé en se demandant ce qu'il pouvait bien fumer en ce moment, puis a décidé de suivre l'inspiration de son ami. Sauf qu'au lieu d'aller puiser son inspiration future dans l'Antiquité romaine, il s'est plutôt dirigé vers le Mexique et leurs anciennes sandales qui font partie de leur culture depuis toujours, les URH. Et oui, car à la base, les URH sont des sandales inventées à la fois pour les Mayas et les Aztèques. En effet, les deux civilisations passaient leur temps à faire la guerre, mais leur culture, elles, ont plutôt fait l'amour et ont créé ces sandales en cuir. C'est beau ce que je dis. Mais revenons aux sneakers, parce que les sandales c'est bien, mais la chaîne s'appelle Sneak On Air, pas Havaianas en air ou Tongue en air. Dans les années 90, le but principal des marques était d'être le plus possible dans le futur. Les années 2000 approchant à grands pas, les gens ne faisaient que penser à ce que pourrait être le monde de demain, recherchant l'innovation encore et encore le plus rapidement possible. Et les sneakers ne faisaient pas exception. Tout le monde voulait sa sneaker futuriste à la Nike Mag. Et évidemment, comme vous l'aurez deviné en vue des nombreux modèles révolutionnaires qu'ils ont sortis à l'époque, c'est Nike qui a remporté la bataille. Et c'était en partie grâce à la URH qui a cassé de nombreuses conventions de la sneaker. Il n'y avait pas de renfort pour le talon, à la place on avait plutôt le droit à une sorte d'exosquelette, et évidemment, on avait le droit à un chausson en néoprène et à l'élastane, quelque chose qui n'avait jamais été fait pour une sneaker auparavant et qui assurait un confort incroyable lors de l'effort, mais aussi lors de la récupération. Les traits en caoutchouc maintenaient le pied dans un équilibre fou pour l'époque et pour finir évidemment, la chaussure était dotée de la technologie Air, qui n'avait déjà plus besoin de faire ses preuves à l'époque tant elle a changé le paysage de la sneaker. Pour finir, c'était l'une des paires les plus légères du monde, seulement 280 grammes à l'époque, quelque chose de quasiment impensable en 1991, surtout avec autant de technologie. Petit problème quand même, Tinker Hatfield était tellement concentré sur son nouveau design qu'il avait totalement oublié de placer le logo swoosh quelque part. Et finalement, il a décidé de ne pas le rajouter, car pour lui, la chaussure parlait d'elle-même. Celle-ci n'avait pas besoin de swoosh, car les gens savaient à cette époque que seulement Nike pouvait penser à ce genre d'idées folles et les réaliser. Et là, vous devez vous dire, parfait, la chaussure est révolutionnaire, tout le monde va en vouloir et va vouloir les distribuer. Eh bien non, pas du tout, puisqu'aucun distributeur ne voudra commander la moindre paire.
Quand ils ont sorti leur concept, Nike et Tinker Hatfield étaient tellement fiers de leurs futurs bijoux qu'ils n'ont même pas pensé que personne n'en voudrait. Et pourtant, c'était le cas. Les distributeurs ou détaillants, comme Foot Locker pour vous donner un exemple, l'a trouvé trop flashy et trouvaient également son design trop bizarre pour le commun des mortels. Mais c'est alors qu'un homme providentiel entrera en jeu, à la manière d'un Sonny Vaccaro avec Michael Jordan. Cet homme, c'était Tom Archie, le nouveau directeur marketing qui venait d'intégrer Nike. Lui était du même avis que la marque et Tinker Hatfield. Il trouvait la chaussure incroyable et révolutionnaire. Il trouvait également que la chaussure s'inscrivait parfaitement dans cet objectif de futur qu'il cherchait et qu'il ne fallait surtout pas l'abandonner. Il proposera alors à Nike de fabriquer 5000 paires, alors qu'il n'y avait pas une seule commande, et de les vendre dans le hall d'exhibition du Marathon de New York à l'occasion de l'événement. Le risque que venait de prendre Tom Archie était énorme, mais celui-ci était sûr de son coup. Et évidemment, comme la légende le veut, les paires ont été sold out en même pas 3 jours, et en à peine un mois, les coureurs en étaient fans. Les commandes sont passées de 0 à 500 000 paires vendues aux distributeurs. Personne ne stoppe le génie de Tinker Hatfield. Jamais. Niveau marketing, la chaussure a eu le droit à une double page dans le célèbre Sports Illustrated, un magazine que vous avez déjà dû voir en illustration dans toutes mes anciennes vidéos sur Air Jordan. Sur cette double page était marqué en anglais « Le futur est là ». Ce qui est vrai puisque sa technologie est encore à l'ordre du jour. La paire a également eu le droit à un poster avec marqué en anglais « Avez-vous fait un câlin à votre paire aujourd'hui ?» Attendez, c'est possible ça ? Qu'est-ce que tu fais? En vérité, c'était pour faire référence au fait que le chausson était si léger autour du pied que ça faisait comme un sentiment de câlin plus que de maintien autour de lui. C'est bizarre, mais ça a marché. À la suite de ce succès, Nike tentera évidemment d'adapter sa nouvelle technologie à d'autres sports. En 1992, il adapte au terrain de basket. Ils vont simplement prendre le même concept, une chaussure avec un chausson en néoprène, et fabriquer une paire adaptée au terrain de basket avec. Et c'est ainsi que la Air URH Flight était née. Celle-ci a été rendue célèbre par la Fab Five Squad de l'université de Michigan avec Jalen Rose, Juwan Howard, Jimmy King, Ray Jackson et surtout Chris Webber, qui réaliseront de nombreuses prouesses avec cette paire au pied. De plus, leur style s'adaptait parfaitement à la URH, eux qui portaient de longs shorts et des chaussettes noires. La paire sera un tel succès à leurs pieds qu'elle finira sa route en NBA aux pieds de joueurs comme Reggie Miller, Scottie Pippen ou encore Kobe Bryant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il du monde moderne, du futur? Est-elle vraiment toujours aussi culte? Pendant les années 90, Nike a continué à mettre la URH en avant de différentes manières. Des stars de la télé comme Jerry Seinfeld, de la célèbre série du même nom ou même Will Smith, les ont portés. C'est également le cas pour le médaillé d'or des JO, Michael Johnson, qui a eu le droit à son spot publicitaire, mais aussi André Agassi, qui a eu le droit de co-créer son propre modèle de URH. Au début des années 2000, Eric Havard, le célèbre designer de la ligne personnelle de Kobe Bryant, avait créé la URH 2K4, considérée comme l'une des meilleures sneakers de tous les temps pour jouer au basket. C'était d'ailleurs la paire que portait Kobe avant d'avoir ses propres chaussures. Lors des NBA Finals de 2004, il avait même eu le droit à une paire aux couleurs des Lakers. Mais par la suite, la URH est un peu tombée dans l'oubli, en particulier à cause des autres modèles comme les Air Max ou les Air Jordan qui intéressaient bien plus, même s'il n'a pas fallu aussi longtemps que la Dunk pour qu'elle revienne sur le devant de la scène. En 2012, la paire revient en grande pompe et réintègre en un rien de temps les classements des sneakers les plus vendus grâce à son design futuriste qui semble toujours au goût du jour. En particulier grâce à quelques general release célèbres comme la Triple Black de 2013, faite de cuir de nubuck en plus du néoprène, la URH Ultra en 2015, encore plus légère que la URH de base, mais aussi grâce à ses collaborations avec des marques comme Stussy, Undefeated ou Nice Kicks. Alors certes, à part le néoprène, ce n'est pas la chaussure la plus innovante du siècle, n'ayant fait que réutiliser la technologie Air déjà disponible dans de nombreuses chaussures de chez Nike. Cependant, elle a eu le mérite de bouleverser les codes des sneakers de l'époque et en les changeant de manière claire avec un look qui a surpris le monde entier. Aujourd'hui, la URH, c'est plus de 4 millions de paires vendues à travers le monde. Et ce n'est plus seulement une paire pour faire du sport, mais aussi une paire pour le lifestyle. Les sneakerheads et les non-sneakerheads les aiment énormément. Ce n'est peut-être pas la première paire dont on va vous parler lorsque vous citez Nike, mais c'est sûrement celle qui aura l'une des plus grandes longévités de l'histoire de la marque aux swoosh, grâce à sa légèreté, son confort, mais aussi son aspect dachu qui, comme vous le savez, plaît encore beaucoup de nos jours. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Je remercie notre partenaire KikiKicks qui, comme d'habitude, nous prête toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos, même celles où j'ai fait un câlin. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. C'était Arthur Bérandy et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.